Chaque époque a son histoire et chaque histoire a ses acteurs principaux. Papa Simon Kimbangu figurait-il des acteurs principaux de l'indépendance de la République démocratique du Congo et des pays africains? C'est la question que nous nous posons, dont nous aurons les réponses avec notre invité dans votre émission Les Profils de ce soir. Bienvenue. Comme nous avons annoncé au début de notre émission, sur ces plateaux, nous avons reçu Papa John Mambo, qui est un chercheur indépendant et qui se spécialise aux questions de l'église kimbanguiste et de l'histoire d'Afrique. Papa John, bonsoir. Bonsoir, Aglodi. Papa John, la première des questions, nous aimerions savoir d'où la RDC tire ses origines. Merci beaucoup d'abord, Paglodi, de nous avoir conviés à cette émission spéciale, je présume. La RDC est née par la volonté des puissances de la conférence internationale de Berlin. Parce que les gens parlent de la conférence de Berlin, mais c'était une conférence internationale. Des puissances se sont réunies, c'était en 1885, d'accord, pour décider sur, en tout cas pour taire les discussions, les conflits qui s'émergeaient entre les puissances, notamment le Portugal, la Belgique de Léopold II, et puis la France de l'autre. Donc, à l'issue de cette conférence-là, il y a eu un document important auquel les gens ne font pas tellement référence quand on explique la création du Congo et quand on parle de l'histoire du Congo, c'est l'acte général de Berlin. C'est-à-dire, c'est un document qui contenait des résolutions prises par les puissances, d'accord, signataires de cet acte. Donc, juste après la conférence de Berlin, donc, le Congo est né. Le Congo est né tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire sous la première appellation, l'État indépendant du Congo. C'était le 1er juillet 1885 que l'État indépendant du Congo était proclamé à Vivi. Vivi, c'est en fait l'actuelle ville de Goma. Et puis, l'État indépendant du Congo va évoluer pour devenir en 1908 le Congo belge. Le Congo belge qui va, d'accord, accéder à son autodétermination en 1960. Pourquoi quitter l'État indépendant du Congo pour Congo belge? Il y a eu une série d'événements. Il y a eu une série d'événements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les téléspectateurs, les internautes doivent comprendre et d'abord que la Belgique est un petit pays et aussi né par la volonté des trois puissances, à savoir la France, la Grande-Bretagne et puis la Prusse. Hein. Là, on peut comprendre par la Prusse, l'Allemagne aujourd'hui. C'était un État tampon qui était né aussi bien que le Savoie et aussi la Suisse qui avait un statut neutre. Donc on comprend sur base de la superficie de la Belgique, sur base de son statut économique, et la Belgique n'avait pas d'argent. Donc Léopold II, pour venir exploiter l'immense étendue du territoire qui est notre pays aujourd'hui, devrait attirer des capitaux. Donc il a pris des capitaux étrangers et s'est lancé au développement de ces gigantesques projets. Donc, mais en exploitant le Congo, il y a eu beaucoup d'abus qui offensaient même, qui remettaient en question, si vous voulez, tous les instruments juridiques de Berlin. Parce qu'il faut se souvenir que la conférence de Berlin était entre autres convoquée par Otto von Bismarck pour résoudre les questions qui avaient trait à l'abolition de l'esclavage. Parce que l'esclavage était déjà aboli, bien sûr, mais il y a eu comme une sorte de pérennisation de ces systèmes par des peuples arabophones. Je l'ai bien dit? Arabophones. C'est-à-dire qu'il y a eu des Arabes qui sont venus et qui ont commencé même si sur le plan international, l'esclavage était déjà... En fait, on rapportait que l'esclavage était aboli grâce à un document important également, qui était la Déclaration universelle des droits des citoyens.
C'est un document qui a été ratifié par les puissances de l'époque en France, mais il s'est fait que l'application de ces documents a posé problème et certains éléments, je vais dire, certains opportunistes se sont saisis de leur ignorance pour continuer l'esclavage sous d'autres formes ici en Afrique. Il était donc important pour les signataires de l'acte général de Berlin de se prononcer sur l'abolition de l'esclave. Je dois signaler également qu'il y a eu une autre organisation internationale, laquelle? Qui est le Congrès de Vienne, qui s'est tenu en 1815, qui a précédé la conférence de Berlin, c'est-à-dire à l'issue du conflit napoléonien. Okay. Les puissances européennes avaient décidé de se réunir dans le Congrès de Vienne, ça s'est tenu en Autriche, pour voir dans quelle mesure est-ce qu'ils devraient restaurer la paix en Europe, mais aussi, pourquoi pas, revoir les frontières et restituer les anciennes terres à leurs propriétaires. Okay. Donc, l'acte général de Berlin, la conférence de Berlin, s'est organisée, s'est tenue sur base, sur ses référents aux résolutions du Congrès de Vienne. Oui. Mais le Congrès de Vienne aussi, en soi, revoyait aussi toutes les questions qui avaient trait à l'esclavage, justement. Okay. Donc, il y a des Arabes qui vont envahir l'Afrique de l'Est. Ils vont envahir également l'Afrique du Nord, l'Afrique du Nord. Et puis, bon ben voilà. Donc, finalement, il y a eu ça. Comme entre autres, le contexte. Et puis, l'autre contexte, c'était l'exploitation telle que je l'ai dit proprement dit. C'est-à-dire, Léopold II qui attire des capitaux étrangers, parce qu'en fait, sa machine, l'Association internationale pour le Congo, n'avait pas assez d'argent. Donc, les capitaux ont servi... Donc, Léopold II s'est fait d'argent grâce à la population congolaise de l'époque. Non, je m'explique, parce que cette théorie est autant scientifique qu'il faut que les gens comprennent ce qui s'est passé, parce que la question que vous avez posée, c'est comment est-ce qu'on est parti de l'État indépendant du Congo au Congo belge. C'est-à-dire qu'en bref, à l'aide des capitaux étrangers qu'il s'est fait attirer, il a commencé à exploiter le Congo, mais en utilisant une main-d'œuvre congolaise. Il y a eu donc des abus de droits de l'homme gigantesques. Déjà, je vous dis qu'il y avait un document, la Déclaration universelle des droits des citoyens. Il y a eu également le Congrès de Vienne qui condamnait tout ça. Et puis, il y a la conférence de Berlin qui aussi s'est prononcée, entre autres, sur l'abolition de l'esclavage. Enfin, sur, disons, la condamnation des actes perpétrés par les Arabes qui avaient envahi l'Afrique pour pérenniser l'esclavage. Mais voici que l'un des pays signataires, d'accord, la Belgique, je le dis comme ça, je veux apporter des nuances, mais je sais pourquoi je dis la Belgique, d'accord, parce que le roi était quand même le roi des Belges. Okay. Voici que l'un des pays signataires de l'acte général de Berlin va commencer non, je dois corriger, carrément. Je dis le roi des Belges, d'accord, a été arrêté la main dans la poche, en train de violer, d'accord, les accords, l'esprit même de la conférence de Berlin. Et donc, il y a eu une pression internationale. Lorsqu'on a découvert qu'il y a eu des abus au Congo, beaucoup d'abus. Souvenez-vous, il y a eu des coupures de mains, des coupures des organes sexuels, il y a eu tout ça. On raconte qu'il y a eu près de 10 à 50 millions de morts. D'accord? De morts parmi lesquels il y a eu d'innombrables portés disparus. Alors, il y a eu un journaliste, Léon Morel, en réalité, qui a en fait commencé... De quelle nationalité? De la nationalité britannique, qui, à l'aide de ses travaux, il a pu saisir le Parlement britannique à cette époque-là, et le consul britannique Casemont, parce qu'on parle du rapport Casemont, Casemont a ouvert des enquêtes, et la Grande-Bretagne a commencé également à exercer une pression diplomatique auprès de tout le pays signataire de l'acte de Berlin pour condamner les actes commis par Léopold II au Congo. Donc c'est parti par là, et donc
pris par surprise, le roi Léopold II avait décidé d'envoyer également une commission internationale au Congo pour venir voilà, auditionner les gens et tout. Donc, il va s'assurer que les témoignages qui avaient été recueillis et qui avaient constitué le rapport Cansvant totalement, si vous voulez, totalement décontenancé tous les pays les puissants signataires de l'acte général de Berlin. Du coup, il y a eu une pression internationale. Et cette pression internationale, comme le roi lui-même, en fait, le Congo était sa propriété privée. Le Congo était propriété privée du roi Léopold, était propriété privée du roi Léopold II, d'un côté, mais le roi Léopold II lui-même n'était pas là. D'abord, il faut que je signale que ce ne sont pas des monarques ou bien des chefs d'État qui étaient eux-mêmes dans des assises. C'était chaque pays, chaque nation, chaque monarchie s'était fait représenter par un diplomate. Mais le Congo était à la table des négociations. Le Congo alors était pour le là. Congo, quels étaient les représentants du roi Léopold? Non, les représentants du roi Léopold n'étaient une seule personne, c'était Stanley. C'était Stanley qui est arrivé, qui a éclairé, en tout cas les membres lors de ces assises, sur le droit du Congo qui revenait, le droit sur le Congo qui revenait à Léopold II. Vous comprenez un peu ça? Donc, la Belgique, en tant que monarchie, en tant qu'État monarchique, a pris part à ces assises, mais le Congo aussi a pris part parce qu'il y avait Stanley qui représentait Léopold II. Léopold II était à la fois le roi des Belges et le roi du Congo. Mais sinon, quels sont les droits du roi Léopold II dont Stanley réclamait? Non, je dois chuter parce qu'en fait, vous avez posé une question très importante. Je dois expliquer cela. C'est-à-dire qu'il y a eu cette pression internationale, d'accord, avec tous les pays qui étaient signataires de l'acte général de Berlin. Toutes les puissances qui avaient participé à l'élaboration de ces documents, qui avaient pris part à la conférence de Berlin, toutes ces puissances ont condamné les abus commis par Léopold II au Congo. Il y a eu donc cette pression internationale. Mais les pays, les États qui ont exercé cette pression, y compris la Belgique aussi. Parce qu'en fait, le Congo s'est fait représenter, d'accord, par le Stanley, qui représentait le Congo, mais qui représentait également le roi. Et puis la Belgique, en tant qu'État, s'est fait aussi représenter. Donc, le nom, je n'en ai pas encore, mais il y a eu un diplomate, c'est-à-dire pour la plupart, c'était des ministres des Affaires étrangères qui ont pris part à cette conférence. Donc la Belgique a participé également à cette pression parce qu'en fait, les Belges se disaient, bon, ben, c'est quoi ça en fait en réalité? Parce que cette conférence qui s'est tenue à Berlin avait des objectifs précis et fixes. Or, maintenant, là, on assiste à quelque chose d'inouï, de monstrueuse, mais aussi de blasphématoire. Parce qu'en fait, alors, les abus commis par leur roi avaient porté atteinte à l'image, si vous voulez, avait terni l'image de l'État belge. Donc, du coup, même la Belgique a commencé à participer à la pression, mais également à exercer cette pression, au point que le roi était contraint, finalement, de céder l'État indépendant du Congo, d'accord, à la Belgique, et l'État indépendant du Congo va devenir le Congo belge, et c'était en 1908. Alors, comment, puisque vous avez parlé dans certaines conférences dont le Congo belge a été représenté par Stanley. Oui, on parle de la conférence de Berlin. Qui n'est pas congolais d'origine. Oui, en fait, parce que le roi Léopold II a sollicité les services de l'explorateur Stanley. Je signale que Stanley est explorateur. Il est utilisé pour la première fois par le journal New York Herald, d'accord, pour venir chercher Livingstone. Donc, il vient, il rencontre Livingstone, il a donc des informations sur le Congo. Mais lorsque il est en face de la reine Victoria en Grande-Bretagne pour en fait informer la reine sur les informations qu'il a pu collecter de l'autre côté, voici qu'il y avait Léopold II, en fait, il y avait Léopold II à côté de la reine. Vous comprenez cela? Et donc Léopold II, écoutant, entendant ce que le roi, ce que Stanley
raconté à la reine Victoria, cela l'a inspiré à solliciter les services de Stanley pour qu'on la voie pour une seconde fois au Congo, mais maintenant cette fois-là, pour poser des bases de ce qui allait devenir l'État indépendant du Congo. Pourquoi? Parce que la tendance de l'époque, c'est que les puissants cherchaient des colonies. Je vous ai dit ici, on est au sortir de la Grande Guerre napoléonienne, d'accord, qui était sanctionnée par le Congrès de Vienne, d'accord. Donc, c'est-à-dire, les États européens sortent de la guerre napoléonienne totalement démunis et pauvres, tellement que chaque État devrait économiquement mettre les fonds nécessaires dans le cadre du renfort ou bien de l'effort de guerre. Il s'est fait que, après la guerre napoléonienne, les États européens s'en sont sortis détériorés économiquement. Vous voyez? Donc, du coup, ils commençaient à extendre leur territoire pour des raisons essentiellement économiques. Mais la Belgique aussi. J'ai dit ici que la Belgique venait récemment d'être créée par la volonté de trois puissances. Et donc, pour le roi, avoir une colonie devrait faire une bonne affaire. En fait, il a d'abord commencé vers la Mongolie, en Asie et tout, jusqu'à ce qu'il va finalement s'acquérir des informations que Stanley va amener à la reine Victoria. Il s'en inspire pour solliciter le service de Stanley. C'est comme ça que Stanley débarque pour la seconde fois, mais dans le cadre dans le cadre de l'exploration. Parce que quand il est venu pour la première fois, c'était pour chercher Livingstone. Mais quand il arrive pour la deuxième fois, c'est pour explorer les Congo, voir ses potentialités, d'accord, et en informer Léopold. Déjà, je dis qu'il y avait une organisation internationale dénommée Association internationale pour le Congo, d'accord. D'abord, c'était l'Association internationale pour l'Afrique, AIA, créée toujours par Léopold II. Ensuite, l'Association internationale pour l'Afrique va muter pour devenir l'Association internationale pour le Congo. C'est pas pour rien que le Congo est né. D'ailleurs, c'est à cause de cela. C'est à cause de cela qu'au sortir de la conférence de Berlin, même si ça ne se dit pas, c'est que les autres puissances jusqu'à aujourd'hui considèrent le Congo avoir un statut international. Vous comprenez? Non, un statut de patrimoine international, c'est-à-dire un bien qui appartient à tous. C'est important ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Simplement parce que dans le cadre de l'Association internationale pour l'Afrique et dans le cadre de l'Association internationale pour le Congo, Léopold II s'était fait attirer des capitaux. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, pour la seconde fois, on finance l'exploration de Stanley qui arrive ici pour explorer maintenant et voir le potentiel du Congo. Il en informe Léopold II et l'affaire était mise en marche. C'est comme ça que, comme le roi ne pouvait pas lui-même être là en Belgique, plutôt je vais dire en Allemagne, oui, c'est comme ça que c'est Stanley qui va aller représenter le roi. Papa John, il y a une question qui m'est arrivée, et celle de savoir comment Léopold II a su la grandiose de la République démocratique du Congo. J'en parle, c'est-à-dire que lorsque Stanley vient, il explore. Explorer, ça veut dire chercher. Chercher. D'accord? C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire chercher profondément. C'est-à-dire voir la faune, la flore, les sous-sols, tout ça. Vous comprenez un peu? Donc, mesurer l'immensité de l'étendue, mais également mesurer les richesses que regorgeait cet étendue. Vous voyez un peu ça? En fait, au-delà même de ces aspects purement géologiques, il y a d'autres aspects spirituels, d'accord, dont on va parler peut-être plus tard. C'est-à-dire, quand ils viennent, ils savent, mais ils ne le savent pas seulement lorsque Stanley arrive. En fait, Stanley a des informations qu'il détient de David Livingstone. David Livingstone sait. David Livingstone sait des choses. Et donc, il communique les informations, des informations cruciales à Stanley. Ce sont ces informations qui avaient été portées à l'attention de la reine Victoria
alors que Léopold II était juste à côté. Vous comprenez cela? Donc, c'est en fait ça. Je pense avoir répondu à cette question. Merci, Papa John, pour cette première partie. Alors, Léopold a signé l'État indépendant du Congo, et cela devient Congo belge. Mais comment le Congo belge va commencer ses démarches pour accéder à l'indépendance? Ah, ça c'est un très long processus parce que en fait, ce n'est pas en fait, quand on parle du Congo belge, d'accord, qui affirme son autodétermination, c'est dans le cadre du principe de la continuité de l'État. Vous voyez un peu ça? Mais parce qu'en fait, l'État continue. L'État est une gigantesque structure. L'État est une organisation politique, d'accord, qui rassemble des institutions, des services et tout. L'État, en fait, est composé par une autorité souveraine, par une population qui est, voilà, sa main-d'œuvre, et puis des services, des institutions, des emblèmes et tout ça. Mais les institutions, les services sont animés par des individus. Mais dans ces contextes-là, à cette époque-là, ceux qui animaient et qui nous dirigeaient n'étaient pas nous. C'était en fait des Belges, c'était des Blancs. Vous comprenez cela? Donc, sur le plan juridique, le Congo en tant que structure politique, d'accord, structure politique, à travers ce statut-là, il réclame et affirme son autodétermination par la suite. D'accord? Mais seulement, l'indépendance, c'est lorsque les habitants qui étaient le noir, ont réclamé la liberté. Ont réclamé la liberté politique, bien qu'on n'est pas indépendant économiquement, mais en tout cas, on aspirait à accéder à l'indépendance, que ce soit politique que économique. Donc, le processus commence en 1921. En fait, parce qu'ils ont trouvé en lui une menace. Est-ce que vous comprenez ça? Déjà, il faut signaler que lorsque le Seigneur Jésus lui dit « Lève-toi, Simon Kimbangu, et proclame la bonne nouvelle du salut, et proclame la liberté, l'indépendance, je m'excuse à ton peuple qui souffre tant. » Vous comprenez? C'est déjà de la politique. Parce que quand Papa Simon Kimbangu dit « L'homme noir deviendra blanc, et l'homme blanc deviendra noir », et que les blancs rentreront chez eux, alors que ils étaient en train de nous dominer, vous comprenez? Ça veut dire que Simon Kimbangu s'immisçait d'une certaine façon, même si cela n'était pas affirmé au grand jour. Mais les actions qui étaient posées ont fait douter les Belges. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, les Belges, ils ont les manuscrits sur les prophéties de Papa Kimbangu, sur ces déclarations. Il est vrai que Papa Simon Kimbangu prêchait la bonne nouvelle, et aussi, il faut se le dire, c'est-à-dire que la version que l'église kimbanguiste a présentée, d'accord, la version que l'église kimbanguiste a présentée, sur base de laquelle on a affirmé que Papa Simon Kimbangu, son action était essentiellement religieuse, mais pas tout à fait vraie. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand déjà vous scandez et vous proclamez l'autodétermination d'un peuple, ça veut dire que c'est de la politique. Ça veut dire que vous êtes en train de proclamer un nouvel ordre politique qui va venir supplanter et remplacer l'ancien. C'est ce que ça veut dire. Parce que si vous dites qu'ils partiront, nous serons nous-mêmes dirigeants dans notre pays, nous serons nous-mêmes ceci et cela, ça veut dire que vous êtes en train, parce que vous êtes en train de proclamer un nouvel ordre politique au Congo, qui voulait dire qu'il était en train de projeter un nouveau projet de société, parce que, disons, le Congo belge était une société. Est-ce que vous comprenez? L'État indépendant du Congo, dans sa genèse, il ne l'était pas, mais il l'a muté progressivement pour devenir une société. Donc une société se forme par un projet de société. Or, en faisant cette proclamation, Papa Simon Kimbangu proposait à la place des colonisateurs un nouvel ordre politique à venir, mais mieux, un nouveau projet de société. C'est de la politique. Et donc, à partir de cela, les Belges ont commencé à douter un tout petit peu. Même si l'administrateur du territoire
Léon Morel est parti enquêter sur les actions que menait Passimo Kimbangu sur la colline Sainte en 1921, mais il s'en sort toujours qu'il y a eu une sorte de doute dans le chef même de l'autorité coloniale qui finalement tout de suite a émis un mandat d'arrêt contre lui le 1er juin 1921 et le 6 juin l'autorité coloniale est en combat pour l'arrêter. Mais pourquoi? Parce qu'il a prêché la bonne nouvelle? Non. Parce qu'en fait, il y a eu quelque chose, il y a eu en fait de nouveaux éléments qui avaient été apportés lors des assises des Tisville, des Banzangongo, qui réunissaient les commissaires des districts, messieurs de Léval. Il y a eu la classe économique de l'époque. Il y a eu également le pouvoir religieux. Il faut signaler que l'église catholique à ce moment-là est l'église d'État colonial. Il y a donc de nouveaux éléments qui démontrent que le mouvement de Passimo Kimbangu était un mouvement très dangereux. D'ailleurs, ils ont dit que c'était une branche armée, d'accord, une branche armée du mouvement panafricaniste, d'accord, qui était né aux États-Unis, mais également à Grande-Bretagne, et qui était entretenu ici chez nous par le Baptist Missionary Society, le BEMS. À ce moment-là, l'autorité coloniale avait eu peur, parce que son partenaire immédiat, qui était l'Église catholique, s'était prononcé dans ce sens-là. Donc, mais sinon, tout de suite, lorsque on va émettre, tout de suite, lorsque les commissaires des districts des cataractes, à ce moment-là, Kamba se trouve à cataracte jusqu'à aujourd'hui, donc le commissaire des districts des cataractes saisit de ces informations, représentant l'autorité coloniale devrait agir. Il a donc enjoint à l'administrateur du territoire, M. Léon Morel, d'agir. Et donc, on a émis en bonne et due forme un mandat d'arrêt contre lui. C'est comme ça que l'autorité coloniale est arrivée avec la police belge, composée de 24 éléments, pour taire le mouvement. Et c'était le 6 juin 1921. Vous avez parlé de l'église d'État catholique. Et également, nous voulons savoir comment l'église, puisqu'il y avait le roi Léopold qui avait le Congo comme sa propriété privée, comment l'église catholique s'installera en République démocratique du Congo pour devenir église d'État? Ça, c'est maintenant du côté spirituel, parce que tu m'amènes maintenant dans le côté, parce que pourquoi les religieux devraient venir s'immiscer dans les affaires qui étaient purement, disons, politiques. Mais il faut simplement dire que la civilisation avait 3 axes. Il y avait le commerce, il y avait la religion, et puis il y avait la politique. Vous comprenez? Léopold II s'est présenté devant les puissances. Non. Léopold II s'est présenté devant tous ses partenaires comme un civilisateur. Nous avons posé cette question parce que les prêtres catholiques de l'époque savaient déjà de l'avènement de Kimbangu. Alors, on aimerait savoir... On parle de l'indépendance, on parle du processus de l'indépendance là. Oui, non, effectivement. Pourquoi nous voulons parler de Papa Kimbangu? Parce que Papa Kimbangu intervient avant l'indépendance de la République démocratique du Congo. Léopold II savait que, en fait, quand tu as posé la question sur la création, tu l'as bien fait, quand tu as dit d'où part la République démocratique du Congo. Je me suis réservé pour dire que la République démocratique du Congo partait du Royaume Congo. Parce qu'en fait, le Royaume Congo, c'était une gigantesque confédération. Je dis confédération pour que les gens comprennent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a le Royaume Congo, jadis, occupait le territoire qu'occupe la République démocratique du Congo aujourd'hui, le Congo-Brazzaville et l'Angola. Donc c'était un immense territoire. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, moi, j'ai commencé à la conférence de Berlin simplement. Parce que lorsque le Royaume Congo est dévasté, l'État Congo n'existait plus. Même si cet État-là a eu à signer des accords avec le Royaume de Portugal, d'ailleurs les accords qui ont constitué l'aîné du problème entre Léopold II et le Portugal, parce que à cause de l'enclave du Cabinda, Léopold II, les Portugais, en fait, disaient que cette partie-là leur appartenait. Vous comprenez? Alors que Léopold II, Stanley, il est parti poser des bornes là-bas. Et donc, il y a eu un conflit énorme, parce que le Portugal a revendiqué le Congo, parce qu'il y a eu en fait un traité entre Mbanza Congo et Lisbonne à l'époque. Est-ce que vous comprenez ça?
Maintenant, je suis parti seulement de la République démocratique du Congo. Pardon, je suis parti seulement de la conférence de Berlin. Parce que lors de la dévastation, d'accord, en 1662, à la bataille d'Ambuila, l'État Congo, dans son immensité, n'existait plus. D'accord? Il y a eu des chefferies, il y a eu voilà, des autorités autochtones, il y a eu des chefs de terre, mais il n'y a pas eu un État-nation Congo tel qu'il l'était au 13e, 14e, 15e, 16e siècle, 17e siècle. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Léopold II en venant, Léopold II savait, sur base de manuscrits que détenaient le Portugal et le Vatican, que les habitants du Congo connaissaient Dieu. Parce que lorsque Diego Cao arrive à 1482, mais il rencontre un peuple, mais un peuple qui était pratiquant de la foi universelle et qui croyait en un seul Dieu qu'ils appelaient Nzambian Pongo Kwatoleng. En Kikongo, ce qui veut dire le Dieu créateur tout-puissant. C'était pas seulement ça. Le peuple qu'il vient découvrir, d'accord, était en plus détenteur des objets sacrés que le Vatican recherchait pendant des siècles. C'est-à-dire le trône de David, la canne d'Aaron, les tables de la loi qui sont partis. En fait, c'est en fait ça. Vous comprenez? C'est comme ça que le Vatican et le Portugal avaient tout fait pour christianiser ce peuple, pour christianiser tes ancêtres. Est-ce que vous comprenez? Donc, la question qui concernait la croyance Congo en un Dieu unique, puissant, en fait, le Dieu créateur de toutes choses. D'accord, on n'était pas ignoré par le puissant signataire de l'acte de Berlin. Est-ce que vous comprenez cela? D'un côté, mais de l'autre, Léopold II aussi. C'est comme ça que Léopold II avait pris le soin, parce que la Belgique est née catholique romaine. Tout le roi, la lignée, d'accord, royale belge, est catholique romaine. Donc, lorsque la machine était prête à être ébranlée, Léopold II a sollicité au Vatican, d'accord, l'arrivée des prêtres. Pourquoi? Mais justement pour endormir le peuple. Justement, dont le travail était en fait de déposséder ce peuple-là de sa spiritualité authentique. Voilà la raison pour laquelle l'Église catholique arrive au Congo. Et l'Église catholique, l'État indépendant du Congo d'ailleurs, lorsqu'il est créé le 1er juillet 1885, va être décrété plus tard à la Vierge Marie. Oui, l'État indépendant du Congo était décrété à la Vierge Marie. D'un côté, de l'autre, ce n'est pas seulement l'Église catholique qui vient, il y a également plusieurs missions qui arrivent. À cause, oui, il y a des protestants, les Belges, le Baptist Missionary Society, il y a les ABMF des États-Unis, il y a eu la mission suédoise. Ce n'était pas seulement les protestants et les catholiques. Ils sont arrivés nombreux ici. Pourquoi? Justement à cause de cette question spirituelle, essentiellement spirituelle du peuple Congo, qui était le peuple, en fait, dont on dit qu'il est le peuple hébreu authentique, recherché par d'ailleurs, David Livingstone arrive ici pour cela. C'est-à-dire, quand on l'a envoyé pour chercher la source du Nil, d'accord, l'idée derrière la mission, en fait, la quintessence de la mission, cachait un secret bien plus sombre. C'est-à-dire, qui découvre la source du Nil, découvre les territoires dans lesquels sera construite la cité du Christ. Ça n'étonne donc pas que le Kimbangiste aujourd'hui scande Kamba comme nouvelle Jérusalem, la cité de l'agneau. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, hein, papa? Donc finalement, lorsqu'ils arrivent, l'Église catholique arrive, le prêtre, en fait, le Vatican envoie des missions, envoie des prêtres qui arrivent. Essentiellement, on présente devant on présente devant les partenaires internationaux que leur mission était d'évangéliser, d'accord, parce que c'était dans le cadre de cette machine civilisationnelle. Mais l'idée, c'était à cultiver spirituellement le peuple, les catholiques, plutôt, disons, les Congolais. Maintenant, il y a encore un autre aspect. Souvenez-vous d'ailleurs que Léopold II disait que vous n'allez pas aller là-bas leur apprendre à connaître Dieu. Oui. Effectivement, le Muntu Congo, dans son ensemble, avec le K majuscule, connaissait le Dieu authentique. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tout de suite, on va décréter l'État indépendant du Congo.
d'accord, État appartenant à la Vierge Marie, d'un côté, de l'autre, maintenant, ce qui est très important, l'élément que les internautes et les téléspectateurs doivent retenir, et que dans cet élan, dans ce processus, cette Église catholique va devenir maintenant l'Église d'État colonial, à cause de ce qui se passe en 1905. Enfin, disons entre 1901 et 1905. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai parlé ici de la pression internationale qu'on a exercée sur l'autorité de Léopold II. Mais qui exerce cette pression? Qui ont déclenché la pression? C'était les Britanniques. Pourquoi? Parce que Casement est un Britannique, parce que Léon Morel, le journaliste, il est aussi britannique. Donc maintenant, on perçoit les Britanniques, d'accord, comme des personnes qui cherchent à déstabiliser l'œuvre du roi de Léopold II. Voilà la raison pour laquelle l'annonciature à l'État indépendant du Congo l'État indépendant du Congo avait décidé pour défavoriser l'espace britannique, sachant que le BAMS, Baptist Missionary Society, était une mission britannique, il fallait donner plus de faveur. Il fallait donner plus de faveur à l'espace catholique et défavoriser l'espace protestant, parce qu'on suspectait les Britanniques d'être derrière tout ça. Donc quand on suspecte les Britanniques, quand on parle des Britanniques, on voit également les BAMS, les Baptist Missionary Society. C'est comme ça que l'État indépendant du Congo en 1905, un certain mois au mois de mai, je pense, en 1905, va signer des accords avec le Vatican, représenté ici par l'annonciature, faisant de l'Église catholique le premier partenaire privilégié de l'État colonial. C'est à partir de là que l'Église catholique va devenir l'Église d'État coloniale. Parce qu'on parle de l'époque coloniale. L'Église d'État coloniale. Donc voilà comment est-ce que l'Église catholique pouvait siéger avec l'autorité coloniale pour discuter sur les affaires qui concernaient la survie de l'État congolais colonial. Ok, Papa John, nous sommes arrivés à la fin. Merci pour le temps que vous nous avez accordé ce soir pour que nous fassions cette émission. Fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point de suspension pour la première partie de cette émission. Au revoir.